Sans plus attendre, place à la table ronde sur notre enjeu de l'année, l'emploi et les métiers du tourisme. Je laisse la parole à Florian de Paola et on se retrouve ensuite pour la cérémonie. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Merci de votre participation à cette très belle soirée de remise des trophées Horizon. C'est la deuxième édition des trophées, donc vous l'avez vu, dont l'objectif est d'inspirer le changement dans le secteur du tourisme en contribuant au déploiement de projets à impact positif et en donnant une tribune, une visibilité aux enjeux de la transition du tourisme. Donc l'événement est bien sûr organisé par Acteurs du tourisme durable et soutenu par l'ADEME. J'empiète pas trop sur la suite de la soirée, puis vous avez bien compris ce qu'on vous a déjà dit. Et je vais tout de suite vous présenter la table ronde qui va précéder la cérémonie de remise des trophées et qui aborde un sujet crucial qui concerne, je pense, beaucoup d'entre vous, et encore plus ces derniers mois, c'est celui de l'attractivité des métiers du tourisme. Donc ça ne vous a pas échappé, depuis la crise sanitaire, le secteur fait face à une pénurie de talents dans les différents métiers qui la composent, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les agences de voyage, même dans les espaces de baignade, partout, la main-d'œuvre manque. Et le tourisme, largement sinistré pendant la crise sanitaire, tout simplement, fait moins rêver qu'avant. Et les candidats potentiels, eux aussi, semblent rêver d'autre chose. Donc, avec la rédaction de l'éco-touristique, on a réalisé récemment une enquête pendant laquelle on a interrogé près de 900 professionnels du tourisme pour connaître un peu mieux leur vision du secteur en sortie de crise sanitaire. Donc, j'ai extrait quelques chiffres de cette enquête pour introduire un peu notre table ronde. Alors, premièrement, et au milieu d'autres revendications, on constate que la question de la rémunération demeure centrale. Donc, près de 80% des employés interrogés préfèrent une augmentation de salaire à toutes les autres options que nous avions listées. On avait par exemple proposé des accords d'intéressement ou de participation, davantage de télétravail ou le fait de ne pas travailler le samedi. Par ailleurs, une personne sur 4 ne sait pas si elle va quitter son entreprise par choix personnel dans les prochains mois. C'est un chiffre qui est plutôt inquiétant parce qu'il montre déjà le détachement de l'entreprise et il illustre surtout le manque d'attractivité des métiers du tourisme. Les pros perdent d'ailleurs de leur motivation et plus de 18% d'entre eux changeraient de métier avant tout pour changer de secteur. Donc si la question de la rémunération est centrale, on ne peut plus s'y limiter. Aménagement des quêtes de sens, marque employeur, mais aussi responsabilisation ou encore communication interne font partie désormais des aspirations, si ce n'est des exigences des candidats. Donc on va un petit peu explorer avec nos différents intervenants que j'invite sur scène tout de suite, parce que comme ça sera sans doute plus simple pour la suite. Alors on va commencer tout de suite avec Caroline Renoux. Vous êtes la fondatrice du cabinet Burdeo, qui est spécialisé dans le recrutement à impact positif. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que c'est un recrutement à impact positif ? Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis la fondatrice de Burdeo. Donc Burdeo, c'est un cabinet de recrutement et de chasse de tête que j'ai fondé il y a 13 ans maintenant. Et depuis le début, on est spécialisé sur les métiers autour de la RSE, le développement durable, la sustainability, l'impact positif. Le vocabulaire évolue énormément. Après, notre ligne, c'est la même depuis le début. Alors, qu'est-ce que c'est pour nous, en tout cas, un job avec un impact positif? C'est un métier qui va participer à limiter les externalités négatives de l'entreprise et qui va contribuer à maximiser les externalités positives. Donc, en général, il peut y avoir plusieurs types de structures. Il peut y avoir les structures classiques. Je me permets, par exemple, de dire que Decathlon est une structure classique et qui va essayer vraiment de minimiser son impact négatif et de maximiser l'impact positif. Donc là, ça va être des métiers qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Et d'ailleurs, Decathlon fait partie des entreprises qui sont extrêmement leaders sur le côté impact positif. Et puis après, il peut y avoir ce qu'on appelle les entreprises purpose native, donc qui se sont fondées avec l'ambition d'avoir un impact positif. Par exemple, Double Sens, qui est une agence de voyage qui doit avoir une quinzaine d'années et qui, dès le départ, dans son ADN, l'idée, c'était de faire en sorte que les voyages, déjà, soient le moins carbonés possible et qu'en plus, les gens qui partaient en voyage aient un impact positif dans les environnements dans lesquels ils allaient.
Et alors, quelle est la proportion dans les gens qui font appel à vos services d'entreprises classiques et d'entreprises burn positives comme vous, burn positives? Alors, avant de répondre à la question, si je puis me permettre, je voudrais juste poser un cadre, parce que moi, j'ai démarré il y a 13 ans, donc j'ai vraiment vu l'évolution. Donc, il y a 13 ans, les gens qui s'intéressaient à ces sujets, que ce soit dans des entreprises purpose native ou les entreprises classiques, c'était vraiment des pionniers. Donc, ils étaient extrêmement peu nombreux. Ils avaient des convictions extrêmement fortes sur le sujet. Et surtout, pour le relier à ce qu'on est en train de dire, c'est des gens qui étaient prêts à faire de grosses concessions en termes de salaire et d'évolution de carrière. J'ai vu une première évolution en 2016, donc après les accords de Paris, où là, il a commencé à y avoir plus de postes, plus de professionnalisation sur ces métiers. 2019, ça a été le début de l'explosion. Alors, il s'est passé plein de choses en 2019. Hein. Pourtant, c'était avant le Covid qui a encore tout transformé. Mais en 2019, il y a eu la loi Pacte. Donc, je ne vais pas rentrer dans des grandes leçons juridiques. Mais en fait, la loi Pacte a permis aux entreprises... Alors déjà, ce qu'a fait la loi Pacte, c'est d'imposer à toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, de prendre en compte leur environnement. C'est-à-dire, on ne peut plus dire juste je crée une entreprise et je me fous des impacts négatifs. Ensuite, on a pu aussi inscrire une raison d'être dans ces statuts. Et puis, la troisième étape, c'était de devenir société à mission. Donc, non seulement inscrire une raison d'être avec un but social et ou environnemental, mais en plus s'engager sur des objectifs qui sont validés tous les 3 ans par un organisme qui vient auditer de façon extérieure. Et puis, il y a eu aussi l'application Yuka. Vous savez, cette application qui permet de voir ce qu'on achète, si c'est bien ou pas d'un point de vue santé et environnement. Il y a eu le manifeste pour impact écologique des étudiants, qui a aussi pas mal bougé les lignes. Il y a eu les feux en Australie. Alors, ça nous paraît très loin maintenant parce qu'il s'est passé tellement de choses malheureusement depuis. Mais en tout cas, à l'époque, ça a aussi beaucoup eu d'influence pour les gens. Et puis, 2020, le Covid. Et là, la sortie de Covid / confinement, effectivement, ça a énormément bougé les lignes. Et là, il y a eu beaucoup plus d'entreprises et beaucoup plus de collaborateurs qui ont voulu s'inscrire dans ces métiers. Donc aujourd'hui, je dirais, dans nos clients, on en a beaucoup plus d'entreprises traditionnelles et beaucoup plus d'entreprises qui sont purpose native. Mais pour vous donner un chiffre, je pense qu'on est quand même aujourd'hui plutôt à 70% d'entreprises classiques qui sont en train de basculer. Et ça, c'est une bonne chose. Et 30% d'entreprises qui ont cet ADN dès le départ. Sachant que si on a l'ADN dès le départ, on peut quand même avoir des pistes d'amélioration énormes. Et alors, avec ce que vous faites au cabinet, et justement les relations que vous entretenez avec, d'un côté, le marché de l'emploi et les entreprises, vous voyez un petit peu, on peut dire, un peu dresser le portrait robot du candidat en 2023. Qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il attend, quels sont ses impératifs et les choses sur lesquelles il peut éventuellement faire l'impasse, etc. Oui. Alors déjà, puisque vous en avez parlé au début, vous parliez du secteur du tourisme qui souffre en termes de recrutement. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, sachez qu'aujourd'hui, je ne parle pas à un directeur des ressources humaines, quel que soit le secteur, quelle que soit la taille d'entreprise, pour qui le recrutement n'est pas un problème. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très transverse à tout le monde. Ce qui a énormément changé depuis 2-3 ans, c'est que déjà, la bascule s'est complètement inversée. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2-3 ans, à part quand on était data scientist, en gros, il y avait quand même plus de candidats que de postes ouverts. Là, vraiment, ça s'est inversé. Donc, non seulement l'entreprise, enfin, non seulement le candidat doit se vendre, parce que ça demeure important, mais surtout, l'entreprise doit se vendre et vendre son poste. Et ça, je sais que pour beaucoup de mes clients, c'est quelque chose... Elles commencent à le comprendre, mais
c'est complexe parce que on est vraiment dans ce schéma de j'offre un travail à quelqu'un, pourquoi est-ce que je ne peux pas le sélectionner et pourquoi il faut que je le surdrague, si je puis me permettre, en plus. Donc ça, c'est un gros changement. Donc à la fois, il y a plus de postes ouverts, mais notamment pour beaucoup de postes, quand on contacte les candidats, les candidats, il y en a beaucoup qui peuvent faire du télétravail. Alors, ça dépend effectivement des emplois, mais en tout cas, il y a beaucoup d'emplois maintenant où une partie se fait en télétravail, ce qui fait que pour eux, c'est hyper facile de faire des premiers entretiens en visio. Donc, non seulement il y a moins de candidats, mais en plus, c'est plus facile pour eux de faire des entretiens. Et ce qui a changé, c'est que nous, avant, les candidats, quand ils avaient un entretien, ils se préparaient, ils se renseignaient sur l'entreprise, ils cherchaient à mettre en avant leur qualité, etc. Là, on a l'impression que ils sont dans leur canapé, devant leur ordinateur, et c'est à vous de me convaincre qu'éventuellement, je postule chez vous. Donc le rapport de force, c'est un peu inversé. Il a complètement changé. Les conditions de travail sont devenues aussi beaucoup plus exigeantes. Donc notamment dans le secteur du tourisme, où on doit souvent travailler tôt ou tard ou le week-end. Ça, c'est des choses aussi qui ont complètement basculé. Les candidats, ils n'ont plus envie de travailler tôt, tard, le week-end. Ils n'ont plus envie non plus de faire des longs déplacements pour aller travailler. Et puis, il y en a aussi beaucoup qui ont déménagé, qui se sont installés en région. Donc, on pourrait se dire que ça renforce certains bassins de l'emploi. Mais c'est pas, le truc n'est pas aussi simple. Ce qui a changé aussi, c'est que alors là, je vais parler davantage pour les gens qui sont en recherche de job à impact, puisque c'est ceux que je connais mieux. Le salaire est devenu quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est les conditions de travail, le salaire, et puis 3, une exigence de plus en plus forte et qui se renforce sur ce que font les entreprises en termes d'impact et ce qu'elles ont prévu de faire et comment elles prouvent qu'elles le font. Et ça a aussi énormément changé parce que la culture des gens sur le sujet a beaucoup grandi. Donc ça, c'est quand même plutôt très positif. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une exigence plus forte aussi. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation qui, je pense, pose un cadre assez intéressant pour la suite de nos débats. Je vais donner la parole à Adeline Duché-Domancy. Vous êtes responsable RSE de Decathlon Travel. Donc en 2 mots, Decathlon Travel, on peut dire que c'est une marque qui s'est relancée en 2021, après une première tentative il y a une quinzaine d'années. Se lancer en plein milieu de la pandémie, c'était pas un peu risqué ou audacieux? Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, donc je suis responsable RH RSE et tout ce que vous avez dit, je l'ai retrouvé sur l'exigence, le salaire et tout le reste. C'est très très vrai. Moi, j'ai commencé les RH il y a 4 ans. Avant, je faisais du marketing digital. Donc, en fait, j'ai commencé les RH avec ce rapport de force complètement inversé. Et je pense que c'est une chance parce que j'ai pas eu à changer d'état d'esprit. Ouais, exactement. Alors, effectivement, Decathlon Travel, ça a été créé en janvier 2021. Donc, on sortait des gros confinements. On est basé à Annecy. On est une filiale de Decathlon, donc on est complètement autonome sur le recrutement. L'idée, c'était de développer une plateforme de réservation de voyages sportifs. Et quand je suis arrivée en avril 2021, il y avait la CEO et 2 personnes qui étaient là en mode projet, donc qui n'étaient pas encore salariés. Et on a recruté 30 personnes en 2 ans. On est un distributeur de voyages, donc on a des métiers très différents. On a beaucoup de métiers du digital, donc ça va être des métiers assez classiques qu'on va retrouver dans pas mal de plateformes e-commerce, mais on a aussi pas mal de métiers du tourisme, comme des conseillers voyage, des account managers, etc., qui vont aller travailler avec les agences de voyage dont on vend les voyages. Comment on a fait? Alors déjà, on est basé à Annecy, comme je vous le disais, et on a bénéficié de l'exode parisien. Clairement, on a beaucoup de gens qui répondaient à nos offres, notamment sur les métiers du digital, qui voulaient quitter Paris. Donc souvent, ils étaient jeunes couples, 5 ans d'expérience, ils étaient 2 à vouloir quitter Paris. Donc il y en avait un qui trouvait en Suisse, l'autre cherchait à Annecy. Généralement, ça se passe un peu comme ça. Du coup, là, on a été confrontés à comment on fait pour attirer sur la rémunération versus des salaires parisiens, parce qu'il y a une très grosse différence entre Paris
et le reste de la France, même si à Annecy, on peut se dire c'est proche de la Suisse, etc. En fait, non, on reste sur des salaires qui sont inférieurs, je dirais, jusqu'à 30% au salaire parisien. Et on a aussi bénéficié, mine de rien, de tous les gens qui avaient quitté le tourisme pendant la pandémie, ceux qui étaient en chômage technique, je ne sais plus comment on appelait ça, en activité partielle, voilà, merci. Chômage partiel, qui du coup avait finalement pas démissionné, mais il y avait eu pas mal de types de départs, hein, donc qui souhaitaient quand même revenir dans le tourisme. Donc là, on a quand même travaillé sur des grilles de rémunération attractives. Et dès le début, on a travaillé aussi sur l'ADN de l'entreprise en mettant comme pilier être une entreprise reconnue comme étant au service des hommes, avec un grand H, et de la planète. Et ça, finalement, on s'est rendu compte que c'était une condition de départ, finalement, pour les gens qui postulaient, mais ça faisait pas non plus l'effet waouh attendu. Donc c'était une condition de départ, mais derrière, ils se demandaient ce que ça allait donner. Donc effectivement, le salaire, donc on a travaillé sur des grilles de salaire, mettre effectivement la RSE dans l'ADN de l'entreprise pour de vrai, donc derrière, rendre des comptes, etc. Et c'est surtout que les gens qu'on a fini par recruter, l'exigence qu'on avait notée au moment des entretiens, s'est poursuivie après pendant toute la vie dans l'entreprise. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des candidats qui sont devenus des salariés, hein, qui sont là pour les plus anciens depuis 2 ans, qui continuent à être exigeants et sur, donc bien sûr, hein, tout ce qui est salaire et conditions de travail. Ils n'hésitent pas à demander énormément de choses. Hein. Il faut bien sûr qu'ils puissent aller faire du sport quand ils veulent. On a installé des douches dans les bureaux. On a trouvé des petits bureaux. On a négocié pour installer une salle de bain pour que puissent aller courir, etc., négocier des abonnements sportifs dans les salles. Enfin, ça peut faire sourire, mais en fait, aujourd'hui, c'est des choses qui sont super importantes et qui peuvent faire la différence quand on recrute. Et autre chose qu'on a noté, c'est sur la relation de ces candidats avec un rapport de force inversé. Leur exigence, elle est aussi en termes de comment ils vont être impliqués dans les décisions prises par l'entreprise. Et ça, c'est très important parce que ils veulent non seulement être consultés, mais pouvoir donner leur avis et ont du mal à accepter qu'un avis puisse ne pas être écouté. Et je dirais que ça ne va pas forcément de pair avec la responsabilité qui peut aller avec. Donc on a aujourd'hui des salariés qui s'impliquent hein, à leur façon. De toute façon, c'est cette génération, je dirais, des 26-32 ans à peu près, qui ont quelques années d'expérience, qui ont compris effectivement qu'ils avaient un pouvoir aussi en tant que salariés et qui ont envie d'aimer leur vie au travail, d'aimer leur vie personnelle, de pouvoir combiner tout ça et en plus de se sentir impliqués. On va aller les impliquer justement en leur demandant leur avis, en les écoutant. Et quand on n'est pas d'accord, eh ben, il faut avoir des arguments. Voilà. Donc je dirais aujourd'hui, le management en entreprise, comment on manage la vie d'entreprise, c'est très important. Il faut continuer pour les garder, parce qu'une fois qu'on les a recrutés, il faut les garder. Savoir gérer la frustration, être toujours dans énormément d'explications, prendre le temps, et pourquoi pas revenir d'ailleurs sur des décisions qu'on peut prendre, et avoir une communication interne super fluide, utiliser les outils auxquels cette génération est aussi habituée, et puis ne pas oublier d'augmenter ses salariés régulièrement, parce qu'ils ne vont pas attendre 5 ans ni 3 ans. Ils seront partis avant. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, vous devez constamment faire des efforts pour fidéliser ces salariés qui n'hésiteront pas à partir si besoin. Est-ce que ça ne modifie pas trop vos process dans le quotidien? Par exemple, vous nous dites qu'ils ont envie d'être consultés, de pouvoir exprimer leur avis. Comment on met ça en place au sein d'une équipe de 30 personnes? Est-ce qu'il y a vraiment une méthodologie précise qui s'applique ou est-ce que c'est des réunions un peu informelles? Alors, les réunions informelles, pas vraiment, parce qu'avec le télétravail, il y a moins d'informels qu'avant. Mais effectivement, nous, on a des rendez-vous en fait, hebdomadaires et mensuels où on va aller partager 100% de l'information concernant l'entreprise. Et des séances, surtout, c'est les managers en fait, hein, qui sont clés dans cette histoire, que chaque manager d'équipe en fait, partage jusque dans les détails les projets de l'entreprise et propose à chacun de donner en fait, son avis et de les remonter très régulièrement.
Voilà. Donc il y a et le partage de l'information qui est maximal, je dirais, plus remonter avant la décision finale les avis des équipes. Et en travaillant comme ça, est-ce que du coup vous arrivez à fidéliser dans la trentaine de salariés dont vous nous parlez? Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover ou... Alors finalement, il y en a. Alors, on a 2 ans d'existence, hein, donc on est encore dans les bonnes années. Il y a peu de turnover. On est très à l'écoute de nos salariés et on ne peut pas contenter tout le monde à 100% tout le temps, mais on essaye de repérer, d'anticiper en fait les frustrations qu'il pourrait y avoir pour éviter des départs qu'on ne souhaite pas. Ouais. D'accord, merci beaucoup Adeline. Damien Ponceau, vous êtes responsable du recrutement et de la marque employeur chez VVF. Est-ce que vous êtes familier, ça vous évoque des choses, tout ce que vous venez d'entendre? Bonjour tout le monde. Oui, forcément. Quand on parle de rapport de force, quand on parle de difficultés à recruter, etc., ouais, c'est des choses qu'on vit tous en tant que recruteurs actuellement. Donc moi, j'ai vraiment cette casquette de recruteur pour VVF, donc sur les sites et sur les fonctions support au siège. Et ça, oui, ça on le sent. C'est même finalement pas si nouveau que ça. En fait, je pense que vous disiez 2019 à peu près. Ouais, je pense qu'on est à peu près là-dedans. Moi, je viens aussi ça fait quelques années que je suis dans le tourisme. Et avant, j'étais dans le tourisme mineur. C'est déjà comme ça, en fait. Et ça fait depuis... j'ai commencé là-bas en 2014. Donc c'est déjà, en fait, il y a déjà des secteurs, en fait, qui est dit pénurique, où il fallait se creuser déjà les méninges pour se dire, OK, comment je vais faire pour les attirer, comment je vais faire pour mettre en avant ce qu'on fait de bien, améliorer les conditions de travail, les choses comme ça. Donc ça déjà, ouais, c'est quelque chose qui maintenant de toute façon est ancré. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fait ce constat-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, bah non, j'arrive pas à comprendre, je veux rester dans les schémas précédents? Mais non, en fait, on est obligé. Et je pense qu'en tant qu'opérateur du tourisme, etc., à un moment donné, si vous n'arrivez pas à recruter, c'est un défaut de prestation, c'est tout ce qui s'ensuit derrière. Et donc là, les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Donc, à partir de là, il faut se creuser les méninges pour trouver aussi déjà les solutions. Et ce que vous avez dit, il y a une première chose sur laquelle il a fallu travailler, c'est la formation des managers. Parce que là, on arrive en plus avec une génération qui arrive sur le marché du travail, qui est déjà bien sur le marché du travail. Donc jusqu'à 32 ans, ouais, c'est la génération Z. Et c'est une génération qui a besoin de plus d'écoute, de plus d'accompagnement, qui a besoin de se sentir valorisé, de trouver du sens. Et ça, quelque part, en tant que manager, on n'est peut-être pas tous prêts à se dire bah, ça va, je ne vais pas le prendre par la main, pour caricaturer. Parce que c'est un peu ça, finalement, qu'on entend. Qu'en plus, moi, j'entends un peu au quotidien. Mais si on n'est pas prêt de faire ça, bah, on va se retrouver en difficulté. Donc ça, c'est la première chose. Et je rejoins totalement ce que vous disiez. En fait, c'est déjà aussi connaître un peu les publics qu'on va avoir à accompagner. Et ensuite, bah, une fois qu'on les connaît, c'est comment on s'adresse à eux, comment on les accompagne. Et donc là, il y a plein de choses qu'on essaye de trouver au quotidien. Donc une fois que vous êtes passé par la manager, on a travaillé aussi beaucoup sur la formation. Voilà. Même si c'est une jeune génération, et puis même en fait même pour les autres générations avec lesquelles qui cohabitent, en fait il y a ce besoin aussi d'évoluer, de les nourrir au quotidien avec des connaissances, plein de nouvelles choses. On sait qu'en plus les compétences ont une durée de vie qui sont plutôt très faibles, donc 4-5 ans en moyenne, donc il faut constamment se former, les accompagner sur du nouveau contenu. Donc ça aussi, c'est des choses sur lesquelles c'est important et c'est ce qu'ils recherchent. Et ensuite, vous avez parlé des conditions de travail, l'exigence qu'ils ont sur le cadre de vie au travail, sur l'équilibre vie pro, vie perso. Ça aussi, c'est très important. Vous avez parlé de télétravail. Bon, je pense que là, le télétravail, il a tendance un petit peu à ne plus avoir autant d'importance qu'en sortie de crise sanitaire, même si ça peut rester un enjeu. Ah mais bien sûr, mais c'est exactement ça. Mais on voit que ça fait partie maintenant des conditions, des prérequis pour un poste. S'il n'y a pas de conditions de travail, de télétravail, pardon. Donc c'est vrai qu'après pour les employeurs, le télétravail maintenant, alors moi j'ai jamais eu cette idée de le faire passer comme un avantage, mais plus comme un levier de flexibilité etc. Mais c'est pas toujours évident de le faire entendre. Bon, ça rentre un petit peu maintenant dans des choses plus connu, mais ça reste un prérequis classique, le télétravail. Donc voilà, l'équilibre vie pro, vie perso. Par exemple, pour nos saisonniers, le logement est devenu très important, forcément.
Et puis des logements beaucoup individuels. On travaille aussi sur tout ce qui est infrastructure, possibilité d'aller profiter des activités, etc. Parce que ça aussi, c'est quand même important. Et ça fait partie du bien-être et des exigences qu'ils ont. Et c'est pas pour autant qu'on trouve ça bizarre ou quoi que ce soit, mais bien au contraire, je trouve que ça fait partie aussi de ces évolutions qui sont un petit peu naturelles. Et voilà. Donc oui, c'est malheureusement, je pense qu'on est tous, ou heureusement, je sais pas. Moi, j'aime bien dire aussi heureusement qu'on a des personnes qui font évoluer tout ça. Et ça donne une nouvelle dynamique et plein de belles choses en termes de sens aussi. Voilà, à donner. Oui, parce que finalement, l'idée, c'est pas de dire c'est bien ou mal, c'est de dire si on veut s'adresser à ce public-là, il faut. Oui, très pragmatiquement, il faut se dire de toute façon, il faut recruter. Donc, comment on va faire pour recruter? Et c'est là, en fait. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très positif là-dedans pour tous les. Nous aussi, on est finalement on est salariés et c'est quand même intéressant de se dire que voilà, notre bien-être, la qualité de vie. Pouvoir s'occuper de sa famille, des choses comme ça. Donc voilà, c'est des choses qui maintenant qui rentrent dans les pas les prérequis maintenant, mais les aspirations. Voilà, c'est ça. C'est plus des nouvelles aspirations maintenant. Et donc c'est des choses sur lesquelles il faut absolument travailler. Si on veut recruter maintenant, de toute façon, faut se caler par rapport à ça. Et j'imagine que vos saisonniers sont d'autant plus exigeants parce qu'on sait qu'il y a une pénurie encore plus grande en ce qui concerne le marché des saisonniers. Comment vous faites pour leur répondre au-delà de la question du logement qui maintenant en effet semble être un prérequis? Comment on fait pour se démarquer de grands concurrents que vous avez qu'on ne citera pas? Alors se démarquer, je ne sais pas si on a cette prétention-là, mais en tout cas, on a, pour nous déjà, il y a ce côté lien humain qui est primordial. C'est-à-dire que, et finalement, c'est même plus pas que les saisonniers, ça s'est étendu sur ces métiers du tourisme. Mais c'est l'expérience finalement qu'ils vont vivre. C'est pas seulement maintenant on cherche un job, on va travailler, on va gagner de l'argent. Le salaire, ça suffit plus maintenant et il faut travailler sur ce lien qu'on va créer avec le candidat, avec la candidate, cette expérience qu'on va lui fournir dès le recrutement, parce que ça part de là en fait. Dès la lecture de l'annonce, il faut se sentir intéressé, il faut être capable de se projeter. Et donc ça, c'est important. Donc dès le recrutement et ensuite sur le suivi. La transparence aussi, c'est très important. Donc ça aussi, je vous rejoins par rapport à ce que vous disiez. Il faut les écouter. Donc ils attendent de nous de la transparence, de l'écoute donc. Et ça fait partie de toute l'expérience en fait qu'on essaie de créer. Donc voilà, vous êtes recruté, vous arrivez, tout ce qui est intégration, forcément, on ne peut plus maintenant passer à côté de toutes les phases de l'onboarding. Et donc ça aussi, c'est un gros travail qui est fait. Et ensuite, on continue avec, encore une fois, ce bien-être et ce cadre au travail, l'équilibre vie pro, vie perso. Ça passe aussi par... on a essayé de travailler aussi sur tout ce qui est journée continue pour enlever un petit peu de pénibilité sur ces métiers-là. Essayer de travailler sur des jours de congé fixes, voire essayer si on peut enchaîner un maximum de jours de congé sur une semaine. Essayer de travailler sur les plannings, c'est ce que vous disiez. Sur la présentation, ça ne suffit pas. Mais en fait, on ne peut plus maintenant travailler une petite chose, une par une. C'est vraiment toute cette expérience qu'il faut travailler. Et ensuite, à côté de ça, il y a toujours ce lien, en tout cas, c'est ce qu'on essaye au quotidien, c'est toujours ce lien humain. Voilà, écoute, accompagnement. Régulièrement, je discute avec des collègues de leur projet, potentiellement, pro, perso. C'est pas seulement juste déménager, c'est aussi de se dire, j'aimerais bien faire évoluer mes missions. Voilà, ça, c'est des choses maintenant qui sont tout à fait naturelles. On sait qu'on ne va pas se cantonner dans un poste pendant des années et des années. Donc avec la formation, avec tout ce qu'on a comme dispositif maintenant accessible pour faire évoluer ses compétences, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Voilà. C'est des choses sur lesquelles aussi on travaille. En fait, il faudrait des entretiens annuels toutes les semaines, quoi. C'est ça un peu. C'est un peu ce qu'on fait en fait. Mais je crois que c'est ce que vous dites. Hein. Mais en fait, c'est ce qu'on fait. Quelque part, vous savez très bien quand vous faites votre point hebdo ou même un petit coup de téléphone, ça va, tu vas bien, tu as passé un bon week-end, ouais, mais tu sais, là j'ai vu ça, hein, j'aimerais bien faire ça. Ok, très bien, tu notes, on en reparle, il n'y a aucun souci, et puis on essaye. En fait, oui, c'est ça. Mais maintenant, c'est même plus l'entretien annuel, je pense que c'est juste un terme, mais c'est des rendez-vous vraiment périodiques, et même de manière informelle, en fait. Il y a tout à apprendre, en fait. Il y a des choses à apprendre à chaque moment quand on va communiquer avec le collègue. Voilà.
Et alors, comment on évalue la pertinence, l'efficacité de sa stratégie RH? C'est quoi? C'est le taux de fidélisation des salariés, des saisonniers? Alors, je pense que le premier taux, ça serait, est-ce qu'on a eu des difficultés à recruter sur un poste? Est-ce qu'on a attendu beaucoup? Est-ce qu'on a diffusé pendant longtemps? Est-ce que l'offre est restée en ligne pendant longtemps? Déjà, ça, c'est un indicateur. Ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, on va voir un petit peu aussi la fidélité des équipes sur certains sites où, oui, on voit qu'on a quand même sur certains... Après, c'est très difficile de mesurer cette fidélité parce qu'il y a des zones géographiques qui sont, peut-être moins, justement, plus stables que d'autres. On a peut-être aussi des équipes qui sont plus locales, donc peut-être c'est encore différent, mais en tout cas, on essaye de travailler donc, et de mesurer en tout cas ce turnover. Forcément, plus il est important, moins c'est bon. Après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. On ne peut pas juste voir cet indicateur et tout ça. Mais c'est déjà, oui, des choses qu'on voit. Et puis après, forcément, les retours qu'on peut avoir de ces saisonniers. On essaye un petit peu aussi de prendre leur retour. On continue. Et ça, c'est des choses aussi qui sont importantes. Voilà. Merci beaucoup, Damien. Donc, on vient un peu de le constater. Il faut adopter un nouveau langage pour répondre aux attentes actuelles des candidats. C'est un peu ce que vous avez fait en utilisant une formule qui marche déjà très bien, le Forum de l'emploi, en créant Isabelle Brémond, vous êtes directrice générale de Provence Tourisme. Et donc, vous avez créé les Journées Emploi Tourisme, qui ont été lauréats d'un trophée Horizon l'année dernière. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots cet événement et sa particularité? Absolument. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de parler de ce projet qui a eu donc un prix l'année dernière, je vais juste poser le contexte parce que c'est important. Ça s'inscrit aussi sur un territoire. Donc, moi, je suis directrice de Provence Tourisme, qui est une agence départementale sur le département des Bouches-du-Rhône, qui est un gros département touristique puisqu'on accueille chaque année 8 millions de touristes, 44 millions de nuitées, deuxième département de la première région touristique française après Paris. Et en fait, on a un constat, mais bon, j'ai écouté attentivement tout ce qui a été dit. On a 3000 emplois environ chaque année non pourvus dans les métiers de l'hôtellerie et la restauration. On a aujourd'hui des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui ne peuvent pas ouvrir, par exemple, le soir ou leur terrasse parce qu'il n'y a pas de personnel. Mais ça, depuis longtemps, puisque le dispositif qu'on a créé, je vais donc le présenter, il a été créé en 2017, donc avant le Covid. Et on s'est rendu compte aussi que ça a été un accélérateur d'une tendance et d'un signal faible qui existait déjà sur ces métiers de l'emploi. Aujourd'hui, vous l'avez largement dit, ça s'est encore plus accentué. Et juste pour faire une parenthèse par rapport à ce que vous avez dit, moi je constate aujourd'hui que tous les projets qui se créent dans le département, à Marseille, à Aix, à Arles, ce sont des projets de vie. Par exemple, l'ouverture de restaurants, ce sont des couples, des amis qui sont partis de Paris et qui ouvrent des lieux, des tiers-lieux aussi, qui font à la fois de la restauration, mais qui peuvent aussi faire librairie ou fleuriste. Enfin, on a vraiment, depuis le Covid, d'autres projets, toujours dans ce sujet de l'hôtellerie, la restauration, mais qui sont des projets de vie personnelle. On va ouvrir que le matin ou que le soir. Voilà. Mais on a vraiment un paysage sur ce sujet qui a changé. Je vais donc revenir à la question initiale. Ce projet, il s'appelle donc JET, Journée Jeunesse Emploi Tourisme. Et c'est un dispositif qui est tout à fait duplicable, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu ce prix l'année dernière, qui est très simple, qui est vraiment, j'allais dire, dans un écosystème des métiers que nous portons au sein de Provence Tourisme dans tous les départements. Donc on a comme partenaire la direction de l'éducation du département, avec qui on travaille tout le temps. On a l'UMI, évidemment. Depuis peu, le groupe Accor, qui a vraiment pris ce dossier à bras-le-corps et qui a fait un projet national. On a toutes les écoles de tourisme, les écoles hôtelières du territoire. Et évidemment, ce projet, il s'adresse aux collégiens. Et l'idée, c'est de les sensibiliser sur ces métiers qui ne sont pas connus, pas aimés, qui n'ont pas forcément une notoriété. Et donc, on a mis en place dans les hôtels qui ont souhaité travailler avec nous, on travaille avec les directions des ressources humaines, pas forcément avec justement les directeurs d'hôtels, mais vraiment la direction des ressources humaines. Et on met en place des ateliers immersifs, ludiques, ça dure une journée. On fait ça toujours à la même période, en février, juste avant les stages, pour que ces collégiens ils puissent potentiellement faire un stage dans un hôtel ensuite à l'issue de ces ateliers immersifs. Alors, ces ateliers,
On a, par exemple, le jeu des 7 erreurs dans les chambres, parce que, évidemment, être gouvernante, ce n'est pas un sous-métier, c'est un métier très qualifié. On a aussi la réception, les savoir-être, le savoir-faire, comment on s'habille, comment on parle aux clients, la posture. On a aussi tout ce qui est service d'étage. Par exemple, dans le restaurant, il y a un certain nombre de missions à mettre en place. Qu'est-ce qu'on met, dans quel ordre? Est-ce qu'on met d'abord la table? Est-ce qu'on fait une réunion avec les équipes d'accueil? Voilà, une série comme ça d'ateliers. On remet à chaque étudiant un livret où il a évidemment tout ce qui concerne les jeux, mais aussi la liste des formations avec les contacts. On a, voilà, c'est une façon de sensibiliser et d'aider ces jeunes peut-être à se diriger vers ces emplois qui sont aussi des ascenseurs sociaux. Moi, j'ai travaillé dans l'hôtellerie avant de faire ce que je fais. On peut rentrer vraiment, et j'ai vu tous les directeurs d'hôtel, je travaillais chez Méridien, sont passés par aussi le bas de l'échelle pour arriver à être directeur. Et moi, je suis sur un territoire qui a de fortes fragilités. On a 2% de plus que la moyenne nationale au niveau du chômage. Donc voilà, c'est aussi une façon de présenter différemment ces métiers, l'hôtellerie, la restauration. Quand on a travaillé ensemble, vous m'avez posé la question, est-ce que finalement ces jeunes ont fait des stages ou est-ce qu'après ils se sont dirigés vers ces écoles hôtelières? C'est un grand oui. Je vais faire une étude pour savoir le nombre, mais je vois, on a donc les écoles qui sont présentes avec les étudiants des écoles qui accompagnent les étudiants dans ces journées d'immersion. Donc c'est vraiment un cercle vertueux. Le rectorat est aussi concerné dans le dispositif. Ça fait 6 ans. On a à peu près 200 collégiens chaque année. Donc, vous voyez, au bout de 6 ans, ça commence à faire une sensibilisation assez importante. Et c'est vraiment très, très simple à mettre en place pour un territoire, un département, mais ça peut être aussi une commune, une région. C'est vraiment très simple à mettre en place. Un peu d'envie, un peu d'énergie et l'envie surtout que ces métiers-là ils soient reconnus dans leur vrai... comment dire ? C'est enthousiasmant de travailler dans ces métiers-là. Et donc, c'est ça qu'on a envie de dire aux jeunes. Oui, c'est avant tout pour faire découvrir, comme vous disiez, ces métiers qui ne sont pas forcément plébiscités à l'âge du collège. Et qui offrent pourtant et j'ai oublié de dire dans ce cercle vertueux, parce que finalement, au départ, c'était fait que pour sensibiliser les collégiens, mais au final, je vois les DRH des hôtels sont tous repartis avec nous, et on pourrait en faire plus, mais on fait ça en février dans 3 territoires du département, parce que c'est aussi un incentive à l'intérieur, puisqu'on fait ça en février dans les périodes qui sont moins chargées chez nous. Et donc, c'est aussi une façon de valoriser tous les métiers de l'hôtel ou du restaurant en interne. C'est aussi un incentive interne. Merci beaucoup, Isabelle, et félicitations pour ce bel événement. Merci. On a notamment vu au cours de cette table ronde qu'on avait affaire, entre guillemets, à une génération qui a besoin d'exprimer son avis et d'être consultée. Et ça tombe très bien parce qu'on accueille 2 étudiantes d'Excelia, c'est Nina et Maëla, donc Excelia qui est partenaire des Trophées Horizon. Elles vont pouvoir réagir à chaud à nos échanges et peut-être aussi poser des questions qui, je pense, vous intéresseront tous. Et n'hésitez pas à venir, ou je vais plutôt vous apporter le micro, ça sera plus simple. Donc bonjour, Maëla. Bonjour. 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 Donc, ma première question est comment pensez-vous attirer les nouveaux acteurs du tourisme durable et développer ainsi la filière? Est-ce que quelqu'un est inspiré par... Je répète donc, comment pensez-vous attirer de nouveaux acteurs du tourisme durable et développer ainsi la filière? Enfin, moi, il me semble qu'on a tous plus ou moins répondu à la question. En tout cas, on essaie. Je vois un dispositif tel qu'il a été mené dans le département. C'est vraiment aussi une façon de sensibiliser sur des métiers. Il y a aussi un travail qui est fait, ça a été dit largement, avec les professionnels. Pour aussi, il y a la question du salaire, la question des horaires. C'est vrai, quand on travaille dans l'hôtellerie et la restauration, alors qu'aujourd'hui on a besoin de temps, de sens, de valeur, etc., on est sur des horaires qui sont complètement fous, complètement décalés. Donc il y a tout ce travail qui est fait, je pense, avec les professionnels et de sensibilisation pour présenter ces métiers, qui sont aussi des métiers de passion, me semble-t-il. Et ça, c'est aussi à dire largement aux jeunes étudiants.
ce qui peut être aussi intéressant de voir, c'est travailler aussi sur d'autres populations. Où on a travaillé cette année sur le handicap, donc pour sensibiliser un peu voilà, toutes les populations et voir comment on peut aussi, parce que ça se fait forcément, recruter toutes ces populations. On a aussi différents dispositifs qui s'adressent à d'autres publics encore, à des publics en difficulté notamment. On a mis en place des dispositifs de formation avec des contrats en alternance et des contrats de travail pour des personnes en situation, je ne sais pas comment on peut dire, réfugiés politiques ou sous un statut similaire. Et ça, je pense que c'est aussi d'autres moyens pour faire en sorte d'attirer d'autres personnes voilà, pour tous ces métiers. Merci beaucoup. Nina. Bonjour. Alors du coup, moi, c'est plus une question personnelle et à chacun d'entre vous. Personnellement, pourquoi vous avez choisi d'évoluer dans le secteur du tourisme durable ? Alors, en fait, avant le tourisme durable, en fait, j'ai très vite atterri dans le secteur associatif. Voilà. Je suis issu moi de l'animation socio-culturelle et j'ai toujours et je pense que ça c'est lié finalement à ta question. Il y a et je peux te tutoyer. Je suis désolé, j'ai un truc. Pardon, c'est automatique. En fait, il y a un truc sur l'utilité. Je pense qu'il y a un moment donné, si on est dans ce secteur-là, c'est qu'on a certainement besoin d'être utile. Et pas juste utile pour soi. Enfin voilà, il y a un truc, moi il y a un truc là-dedans en tout cas qui m'intéresse beaucoup, d'être utile. Et finalement, alors c'est vrai que je parle pour VVF, mais en tout cas les missions de notre asso et là tout ce qu'on est en train de travailler sur la RSE, en fait je me dis mais moi, je pense que je suis à ma place et que j'ai mon rôle à jouer là-dedans. Et moi, c'est ça qui à chaque fois, m'a motivé à aller dans l'animation socio-culturelle, m'occuper des jeunes, etc. Ensuite, atterrir dans une asso, après atterrir dans une autre asso. Et je pense que, quelque part, ça s'est fait naturellement. Et je pense que c'est ça qui me motive, moi, aujourd'hui. Alors, pour ma part, c'est la quête de sens. Hein. Comme je disais tout à l'heure, j'ai fait 15 ans de marketing digital pour des entreprises qui n'avaient pas forcément de projet RSE. C'était encore, on va dire, en démarrage. Et du coup, quand je me suis reconvertie dans les ressources humaines, j'ai remarqué que souvent, le métier d'RH était associé à un métier développement durable. On pouvait souvent faire les deux. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une opportunité assez unique de pouvoir intégrer cette brique, en fait, dans mon métier. Et depuis, je m'éclate et j'ai remarqué à quel point, en plus, la RSE venait servir le recrutement et la fidélisation des salariés et en même temps, les retours de ces salariés qui recherchaient du sens et qui nous ont rejoints nourrissent l'activité RSE. Donc, en tant que n'importe quel salarié candidat, finalement, moi aussi, je suis allée vers ce métier-là pour ça. Voilà. Alors moi j'ai travaillé dans le business assez classique jusqu'en 2008 et probablement vous ne vous en souvenez pas, mais en 2008 il y a eu une crise financière gigantesque, donc j'avais une grosse équipe de consultants, j'avais 200 personnes et j'ai dû en licencier 100 en 3 semaines je crois. Et là je me suis dit il y a un truc qui ne va pas, quoi. Les règles du jeu ne sont pas les bonnes et donc il y avait eu le Grenelle de l'environnement en 2007, donc on commençait quand même un peu à parler de ces sujets. Donc je me suis formée à la RSE et puis ensuite j'ai monté mon cabinet de recrutement. Alors on n'est pas spécialisé tourisme durable parce que sinon je ne pourrais pas en vivre clairement. C'était déjà tellement une niche à l'époque. Mais en tout cas, moi ce qui me passionne, c'est que je suis convaincue que l'entreprise doit jouer un rôle sociétal. Je suis convaincue que l'entreprise peut faire partie de la solution. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est que je rencontre des candidats hyper engagés toute la journée, des clients aussi qui ont envie de faire bouger les lignes. Et puis ensemble, on construit ces métiers de demain. Donc il y a aussi énormément d'innovation, en plus de la quête de sens aussi. Et pour moi... c'est vrai que j'ai un métier passionnant. J'ai 3 mots en tête. Le local, la proximité,
Pour moi, Provence Tourisme, une agence départementale du tourisme, c'est vraiment un outil au service du développement local, du développement équilibré, harmonieux du territoire. Ça me passionne. Ensuite, le mot mutualisation, c'est-à-dire qu'on ne fait jamais les choses seuls. On est avec des tas de partenaires extrêmement divers. Et dans le tourisme, vraiment, il y a évidemment les activités caractéristiques traditionnelles, mais pas que. On travaille maintenant, et encore plus, je vais revenir sur le mot durable. Donc ça, c'est voilà, se faire ensemble, agir ensemble pour un territoire, pour son développement. Ça me paraît être voilà, très important. Et puis le dernier mot, ce serait innovation, expérimentation. On est là aussi pour... essayer des choses, être aussi des laboratoires au service du territoire, voilà, tester pour essayer de faire toujours mieux, toujours pas plus, mais mieux. Et puis sur la question du durable, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que celui-là. Le tourisme, il est forcément durable et il ne peut pas être autrement que durable. Plus que jamais, il faut que collectivement, bon, on est là évidemment tous convaincus, mais c'est le seul objectif que nous devons partager. Merci. Il n'y a pas le choix. C'est un très beau mot de conclusion, je trouve. Merci à tous du coup d'avoir assisté à la table ronde.